La Calabre est la région la plus pauvre d'Italie et elle a longtemps été ignorée par les touristes. Pourtant, elle a tellement de beauté à offrir. Ces dernières années, la Calabre sort enfin de l'obscurité. Elle est devenue une destination incontournable pour tous ceux qui sont épris de soleil et d'authenticité. Elle offre aux visiteurs des forêts intactes, des plages de rêve, des paysages à couper le souffle et des villes magnifiques. Sa culture est toujours plus vivante que jamais. Elle est riche de ses influences aragonaises, grecques et normandes. La Calabre est la quintessence de l'Italie. Elle est restée belle et authentique dans le cœur de ses habitants. La Calabre est située au sud-ouest de l'Italie, à la pointe de la Botte, face à la Sicile. Notre voyage commence à Tropea, sur la côte ouest, appelée la côte des dieux. Tropea a été surnommée la perle de la Tyrrhénée. C'est la destination favorite de tous les amoureux de la Calabre. La ville est célèbre pour ses maisons de style normand, byzantin et aragonais, construites à flanc de falaise, comme un balcon sur la mer. La mythologie raconte que la cité fut fondée par Hercule, venu se reposer en Italie après ses 12 travaux légendaires. À l'origine, port de commerce romain, Tropea a subi de nombreuses invasions. Elle a pris son essor sous l'influence des envahisseurs byzantins et normands. Aujourd'hui encore, les bâtisses du centre historique témoignent de son histoire mouvementée. Longtemps laissée à l'abandon, la ville a aujourd'hui retrouvé de sa superbe et fait la fierté de tous les Calabrais. Il faut se perdre dans les dédales de ces rues étroites pour y découvrir les nombreux restaurants au charme si italien. Car si Tropea est devenue une destination incontournable, c'est notamment pour ses spécialités culinaires, dont le célèbre oignon rouge, à la saveur si douce et sucrée qu'on en fait même des confitures. Ciccio Russo tient cette petite épicerie du centre-ville. Parmi ses clients, il est fier de compter le pape en personne. Il est sucré car il pousse sur le bord de mer. Sa saveur s'enrichit grâce à la potasse et à l'azote. C'est ce qui le rend si sucré et lui donne sa couleur rouge. Là, c'est une espèce tardive, c'est la dernière récolte. C'est un oignon long, on le conserve tressé jusqu'en novembre. Je vais vous dire pourquoi il est tressé. La tresse, ce n'est pas pour faire joli, je vais vous montrer. La tresse, c'est l'âme de l'oignon. L'oignon est accroché à la tresse par la tige. Lorsque l'oignon se détache, il meurt et commence à pourrir à l'intérieur. Avec la tresse, il reste bon jusqu'en novembre. Avec l'oignon, on peut faire beaucoup de choses. On peut le manger cru, mais on en fait aussi la fameuse mousse d'oignon, qui est comme une confiture sucrée pour accompagner le fromage. On en fait aussi la marmelade d'oignon sucré pour accompagner les poissons et la viande. Enfin, on fait aussi du pâté d'oignon. Le pâté d'oignon, à la différence de la confiture, est salé. On le met sur des tartines et on le sert comme antipasti. On peut aussi le mettre dans les spaghettis. À Tropea, on trouve aussi la fameuse nduja, une sorte d'andouillette locale au goût très pimenté. Il y a bien d'autres trésors à découvrir. La cathédrale baroque di Maria Santissima di Romagna a été construite par les Normands au XIIe siècle, entièrement en pierre de lave.
En face, voici le musée diocésain inauguré en 2004. Il expose de magnifiques toiles réalisées au XVIIIe siècle par les maîtres de la peinture calabraise, dont le célèbre Nicola Menzele. Mais c'est la salle des objets liturgiques qui est la plus exceptionnelle. Avec de somptueuses parures, comme ces couronnes dorées serties de pierres précieuses. Le clou de l'exposition est cette magnifique crosse d'évêque du XVe siècle en argent doré incrusté d'émaux. Un travail d'une finesse remarquable. Cette extraordinaire statue grandeur nature, réalisée en argent massif, représente le martyre de Sainte Dominique au VIe siècle. Perché à 50 mètres d'altitude sur un piton rocheux, le sanctuaire de Santa Maria dell'Isola domine la ville. La petite église a été construite à l'époque byzantine. La légende raconte qu'en 1638, la Vierge est apparue à l'évêque de Calabre pour le prévenir d'un tremblement de terre imminent. Juste à temps pour mettre les habitants en sécurité. Derrière l'église, un petit jardin planté d'oliviers et de cactus invite à la rêverie et à la méditation en regardant l'horizon. Tropea n'en finit pas de fasciner les voyageurs. C'est la Dolce Vita, le temps des vacances. Au pied de la cité s'étend une magnifique plage de sable fin, bordée par une mer azur. Elle s'appelle l'Aqua Marina. C'est l'une des plages les plus réputées de la Calabre. Les Italiens sont nombreux à venir profiter en famille d'une eau à 25 degrés et du sable blanc immaculé. À la nage, à pédalo, ou en pagayant sur une planche de surf, à bord des bateaux de touristes, les estivants multiplient les plaisirs pour faire de leur séjour un souvenir inoubliable. Au nord de Tropea, voici la charmante petite ville de Pizzo. Surplombant la côte, le Castello Murat, un château fort, a été édifié en 1492 pour protéger la ville contre les pirates sarrasins. Si Pizzo est devenu une destination touristique prisée, c'est grâce au célèbre tartufo, une glace succulente et généreuse créée dans les années 50 par un jeune pâtissier de Messine, Don Pippo. La particularité du tartufo di Pizzo, c'est qu'il est moulé à la main, comme nous l'explique Luana. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se fabrique le véritable tartufo di Pizzo. L'original, le tartufo classique. Une glace à la noisette avec en son centre du chocolat fondu. Le tartufo se prépare exclusivement à la main. Une fois bien moulé, on va mettre à l'intérieur du chocolat fouetté, à température ambiante, bien enveloppé. Quand il est à la température optimale, il est saupoudré de cacao et ensuite recouvert de chocolat fondu. Et maintenant, la touche finale. Et voilà. Le tartufo di Pizzo est prêt à être servi. À l'écart de la ville, il existe un endroit extraordinaire, unique au monde, l'église de Piedigrotta. À l'intérieur de cette grotte,
une centaine de statues sculptées dans le tuf racontent une légende connue de tous les habitants de Calabre. En 1665, un voilier napolitain et son équipage furent surpris par une forte tempête. Les marins se rassemblèrent dans la cabine du capitaine, où était conservé le tableau de la Madonna di Piedigrotta, et commencèrent à prier en jurant à la Vierge qu'en cas de salut, ils érigeraient une chapelle et la consacreraient à la Madone. Le navire coula, mais les marins nagèrent jusqu'au rivage. Déterminés à tenir leur promesse, ils creusèrent une petite chapelle dans le rocher et y placèrent l'image sacrée. « 200 ans plus tard, à la fin du XIXe siècle, deux habitants de Pizzo, Angelo Barone et son fils Alfonso, travaillèrent pendant 40 ans pour agrandir la grotte et sculptèrent ces superbes et émouvantes statues qui représentent la vie de Jésus. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui visitent la ville de Pizzo. Impensable de visiter la région sans avoir vu les magnifiques falaises de granit du Capo Vaticano. C'est l'un des joyaux les plus précieux de la Calabre. Avec ses petites plages secrètes, ses formations rocheuses impressionnantes et sa mer cristalline, le Capo Vaticano est d'une beauté extraordinaire et une invitation au voyage. Le cap a donné son nom à un digestif, l'Amaro Vecchio del Capo, qui est fabriqué dans le village de Limpadi par les frères Caffo. Aujourd'hui, il possède une usine ultra-moderne qui produit 9 millions de bouteilles par an, tandis que tout a commencé dans ce petit bâtiment il y a une centaine d'années. C'est devenu un musée privé racontant l'histoire d'une réussite extraordinaire. Lorsque Giuseppe Caffo, immigré sicilien, arrive en Calabre au début du XXe siècle, pour fabriquer et vendre ses bouteilles d'eau-de-vie, il n'imagine pas encore le succès qu'il va connaître. Travailleur acharné, il va apprendre les vertus des plantes des montagnes calabraises et retrouver la recette d'un élixir fabriqué par les moines de la région. Après des débuts difficiles, il connaîtra enfin la fortune durant la fin de la prohibition aux États-Unis. L'Amaro Vecchio del Capo est un digestif élaboré à partir de 29 plantes aromatiques comme le genièvre, le mimosa ou la myrrhe, à consommer avec modération, bien entendu. Sébastien Caffo, son arrière-arrière-petit-fils, a repris la distillerie familiale et même si la recette reste secrète, il va nous dévoiler un peu de son mystère. Ça, c'est le parfum de la cannelle. Voici la cannelle. C'est comme de la musique pour l'odorat, de la musique pour le goût. Et ça, c'est mon orgue, parce que j'y retrouve toutes les notes aromatiques. Les plantes sont infusées dans de grandes cuves avant de passer à la distillation. Nous sommes dans la salle de distillation, où sont les alambics au bain-marie à la vapeur. Ce qui signifie que la vapeur qui est produite dans les chaudières passe dans les tuyaux pour chauffer le produit à distiller. La vapeur d'alcool remonte graduellement dans le dôme. Elle passe dans ces tubes pour arriver dans la colonne de rectification. À cette étape, l'alcool est encore sous forme gazeuse. Il va être refroidi pour atteindre la forme liquide avant de passer au goutte à goutte dans cet alcomètre pour déterminer son degré. La saveur prédominante, c'est l'agrume, tout aussi bien pour l'odorat que pour le goût. Mais il y a également la fraîcheur des herbes, comme la réglisse, la menthe et l'anis, qui sont les trois ingrédients principaux de l'Amaro del Capo.
Pour obtenir la saveur optimale, il faut une température très basse, à moins 20 degrés. Et c'est pourquoi je vous conseille de toujours conserver la bouteille au congélateur. À l'entrée du détroit de Messine, voici l'agréable petite ville de pêcheurs de Scylla, fondée par les Grecs au 5e siècle avant notre ère. Elle est construite sur une crête qui sépare les deux quartiers de la ville. San Giorgio, où se trouve l'église de San Rocco, la sainte patronne locale, et de l'autre côté, Cianalea, le quartier des pêcheurs où des maisons colorées s'alignent le long du littoral. La ville est connue depuis l'Antiquité. Homère en parle dans son Odyssée, dans laquelle Ulysse doit affronter les deux monstres marins, Charybde et Scylla. Il fait pourtant bon vivre à Scylla. Dans le quartier des pêcheurs, les rues descendent en pente douce vers la mer. L'endroit est réputé pour ses restaurants sur pilotis qui préparent des poissons fraîchement pêchés, dont l'espadon. Depuis toujours, la navigation est dangereuse dans le détroit de Messine, et il fut longtemps le territoire des pirates. Au XIIe siècle, la famille Ruffo, prince de Naples, fit construire ce château fort sur le promontoire qui domine l'entrée du détroit. Leurs armoiries y sont toujours présentes. En 1783, un terrible tremblement de terre frappa la Calabre et détruisit en partie le Castello Ruffo. Mais les fortifications ont tenu bon, et le château abrite aujourd'hui un phare et un musée qui racontent l'histoire des pêcheurs de Scylla, les chasseurs d'espadons. À bord de ces barques à rames appelées Cianalea, les hommes harponnaient ces géants des mers pouvant atteindre 2 mètres et peser une centaine de kilos. Ils étaient guidés par un guetteur perché sur une antenne mesurant parfois près de 20 mètres de haut. Dernière étape de notre voyage sur la côte des dieux, voici Reggio de Calabre, la plus grande ville de la région. Le centre historique a été reconstruit après le tremblement de terre de 1908 par l'architecte Battista Mori. Il a imaginé une ville moderne avec de grands espaces ouverts, comme la place d'Italie, bordée par le palais du gouverneur. C'est toute la cité qui a alors changé de visage, avec la construction de nombreux édifices de prestige, bâtis à la gloire de la Nouvelle-Italie, unifiée un demi-siècle plus tôt par Garibaldi. Témoin de cette époque, voici le théâtre Francesco Zilea, construit en 1931, et le palais Pellicano, qui date de 1922. L'impressionnante basilique di Maria Santissima Assunta in Cielo se dresse sur la place du Duomo. Elle est ornée de 2 magnifiques statues qui représentent Saint Étienne de Nicée, le premier évêque de Reggio, et l'apôtre Saint Paul. La cathédrale a été plusieurs fois détruite lors de tremblements de terre. Elle a été entièrement reconstruite au XVIIe siècle. De chaque côté de l'entrée principale, on peut admirer les portes de bronze sculptées consacrées à la Madone. Une rangée d'escalators nous emmène vers la partie haute de la ville. Les quartiers populaires du Castello Aragonese, bâtis il y a près de 1500 ans. On y trouve des poissonneries alimentées chaque matin en poissons et crustacés, pêchés dans les eaux prolifiques du détroit de Messine. Nous voici dans l'établissement Colonna, qui existe depuis 3 générations.
Nous avons de la petite friture. Là, nous avons des bonites, pêchés à la traîne. Ici, il y a les sèches. Voici les pétines, aussi appelés poissons-souris. Il y a les dorades roses, des carangues, et là, les crevettes pêchées à la nasse. C'est de la pêche locale. En fin d'après-midi, quand la chaleur se fait moins forte, il est agréable d'aller flâner sur la promenade du bord de mer, le Lungomare de Falcomata, et admirer les œuvres d'art comme ces 3 sculptures signées de l'artiste romain Rabarama. Sur l'avenue trône le magnifique palais abandonné de Genoese Zerbi. Plus loin, sur la promenade de Falcomata, un lieu emblématique de Reggio, l'arène du détroit qui fait face à la Sicile. À la pointe, une statue de bronze de la déesse Athéna qui protégea la ville qui fut la toute première colonie grecque en Italie. En début de soirée, les habitants aiment se retrouver sur le bord de mer pour profiter du coucher de soleil, répéter des spectacles de danse comme ces élèves d'une école locale ou faire un peu de sport. À Reggio, on est au bout de l'Italie. Le centre de la Calabre, avec ses étendues sauvages et ses villages pittoresques, est devenu une destination prisée des amoureux de l'Italie. Bienvenue à San Giovanni in Fiore. Fondée au XIIe siècle par le célèbre abbé calabrais Gioacchino di Fiore, la petite ville s'organise autour de l'abbaye Florenze, construite au Moyen Âge dans le pur style roman. Dans le musée attenant, on peut découvrir de vieux grimoires et surtout des ouvrages aux magnifiques enluminures, considérés comme l'une des collections de théologie figurative les plus importantes et les plus belles du Moyen Âge. Sur l'autel, des anges de bois sculptés, plus vrais que nature, racontent la jeunesse de la région et l'espoir qu'elle représente. Alors que beaucoup de jeunes Calabrais partent vers le nord pour chercher du travail, Giovanni Guzzo et Maria Isabella Mazzei ont choisi de rester pour faire vivre l'artisanat local. Giovanni fabrique de magnifiques bijoux. Il nous reçoit dans son atelier pour nous faire découvrir la fabrication d'un pendentif en or typique de la région. Il faut chauffer le métal pour le rendre malléable. Voilà, il arrive à la bonne température et commence à devenir un peu rouge. J'ai obtenu un disque d'or jaune que je vais transformer en une demi-sphère pour fabriquer la structure sur laquelle je vais mettre ensuite les microperles précieuses. Et je vais insérer un rubis naturel. Voilà comme je crée la forme arrondie de la demi-sphère. Je positionne le support pour la pierre précieuse
et je le scelle. Je choisis ensuite un petit rubis pour l'insérer sur le support de la demi-sphère en or. Je choisis une belle couleur. Et je le positionne sur la collerette. Je fabrique les cercles de perles pour qu'ils soient bien uniformes. En Calabre, on offre ce bijou aux jeunes mariés afin de leur souhaiter une vie heureuse. San Giovanni in Fiore aime les artistes. À quelques rues de la bijouterie, nous avons rendez-vous avec un maître tapissier, un créateur hors pair, unique en son genre. Il reproduit avec talent et précision les toiles des maîtres impressionnistes du début du XXe siècle, comme Monet, Degas ou Pissarro. Son savoir-faire, il l'a hérité de son père, maître tapissier lui aussi. Il s'appelle Domenico Caruzzo et ses tapisseries extraordinaires se vendent dans le monde entier. En ce moment, je réalise une tapisserie faite d'une série de bracelets avec des fils de genêt, une plante vivace typique de la région méditerranéenne. En ce moment, elle fleurit dans le parc de la Silla avec de magnifiques fleurs jaunes. Domenico travaille patiemment et avec délicatesse, un peu à la manière d'un peintre. Il choisit et place avec soin les fils de couleur sur sa toile de tissu. Lorsqu'il crée une tapisserie, le temps n'a plus d'importance. Je ne tisse pas rapidement, comme on le fait habituellement. Le temps trouve son propre tempo. La toile sera prête lorsque ce sera le bon moment. Elle prend vie grâce à une succession de gestes d'amour. Les toiles de Domenico sont des œuvres d'art. Il met des mois, parfois des années, pour les réaliser. Cosenza est la ville emblématique du centre de la Calabre. Les magnifiques bâtiments aragonais du quartier historique sont bâtis sur les flancs de la colline de Pancrazio. Au XIIe siècle, le colonisateur espagnol en fait une ville dévouée à l'art et à la culture. Encore aujourd'hui, Cosenza est un musée à ciel ouvert. Les artistes locaux exposent leurs œuvres dans le labyrinthe de ces ruelles étroites. Les lieux de culture sont nombreux. Le musée du diocèse, le théâtre Rendano, qui fait face au palais du gouverneur, le palais de la culture, le lycée classique Telezio, qui ressemble à un temple grec, et la Galerie nationale, un édifice imposant datant du XVIe siècle qui abrite les peintures des plus grands maîtres calabrais comme Pietro Negroni, Marco Cardisco ou Francesco Cozza. Mais l'art est aussi dans les lieux de culte, comme dans la magnifique cathédrale romane de Santa Maria Assunta, construite en 1222. Cette sublime chapelle de marbre blanc et rouge abrite un trésor. En son centre, une icône sacrée vénérée de tous les Calabrais, la Vierge del Pilero, à qui l'on attribue de nombreux miracles. Dans les alcôves,
sont exposées des toiles du peintre Achille Bozzi, comme la célèbre peinture du mariage de la Vierge. Et à l'entrée de la cathédrale, le sarcophage de marbre de Henri VII, un empereur germanique qui soumit la Calabre au Moyen-Âge. De l'autre côté de la rivière s'étend la ville nouvelle. Mais l'amour pour l'art y est resté le même. Le Corso Mazzini est l'artère commerçante de la ville. La zone piétonne expose des bronzes d'artistes célèbres comme Giacometti. Les terrasses des restaurants se remplissent peu à peu. C'est le moment de découvrir une des spécialités de Cosenza, les figues séchées. Les meilleures sont en vitrine dans cette petite épicerie tenue par Monsieur Bertini, producteur de figues depuis 3 générations. Voici les célèbres crochettes, les crochettes traditionnelles que nous faisons ici. Je vais enlever l'emballage. On en fait toute l'année. Les crochettes sont composées de figues en forme de croix. Et à l'intérieur, on met des noix à la main. Et on les passe au four. Ces figues sont parmi les meilleures au monde parce qu'elles sont très savoureuses et les grains sont très petits. C'est exquis. Une crochette, c'est 4 figues en forme de croix, farcies avec des noix. Elles sont à l'intérieur. Et elles sont très douces. Et elles sont très bonnes. À une quinzaine de kilomètres de Cosenza, le parc national de la Silla nous offre une bouffée d'air pur. C'est une zone protégée depuis 1968. D'immenses forêts qui abritent plus de 175 espèces animales, dont le loup, emblème du parc. Aux montagnes succèdent des lacs artificiels. Celui de Setchita est le plus grand de la région. Situé à 1000 mètres d'altitude, il fait 7,5 km de long. Ces eaux très poissonneuses font le bonheur des pêcheurs de la région. Ces rives sablonneuses ont été transformées en terres agricoles. Au centre du lac, une île dédiée à l'élevage. Dans ce paysage bucolique, les vaches paissent tranquillement. Un petit paradis sauvage pour les bovins comme pour les hommes. Au cœur du parc de la Silla, voici le village perché de Longobucco. Avec ses toits de tuiles arrondis et ses maisons de pierre, il est typique de l'architecture aragonaise. L'histoire de Longobucco remonte à l'Antiquité. Le village est mentionné dans l'Odyssée d'Homère sous le nom de Temesa. La région est célèbre pour ses mines d'argent que les Romains exploitèrent pour frapper leur monnaie. Au XIXe siècle, l'endroit a été connu pour ses bandits de grand chemin qui écumaient la région dont la pauvreté entraîna les premières émigrations de Calabrais vers les États-Unis et l'Argentine. Mais Longobucco est également renommé pour le tissage de la soie. Situé à 780 mètres d'altitude, le village avait une position idéale pour la culture des platanes mûriers et des vers à soie. Cette tradition est toujours vivante dans le petit atelier d'Eugenio Celestino qui perpétue ce savoir-faire unique depuis 3 générations. Dans les années 50, des dizaines de tisseuses travaillaient ici. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une.
mais la technique est toujours la même. Le tissage à la main requiert beaucoup de patience et de précision, comme le raconte la maîtresse des lieux, Madame Célestine. Le geste de la tisseuse est très important, car c'est ce qui donne la finesse à la pièce qu'elle est en train d'exécuter. C'est un travail manuel, et comme tout travail manuel, c'est un travail lent qui demande beaucoup de temps. Et surtout si nous voulons obtenir de belles pièces de grande valeur. Parce qu'ici, le tissage est une forme d'art. Au rez-de-chaussée, ce petit musée raconte l'histoire du tissage à Longobucco. Un passé bien plus ancien que celui de la soie. À l'époque, on tissait avec des fils obtenus à partir de genêt, une plante que l'on trouve en abondance dans les montagnes de la région. Le résultat est époustouflant. Le musée rassemble de magnifiques pièces de tissu brodé à la main. Le trésor de la famille Celestino. Voici une pièce très ancienne. Vous voyez, on voit la date à laquelle elle a été brodée. 1899. Elle a été réalisée sur notre métier à tisser traditionnel avec la technique du point plat et ourlée d'une superbe frange qui reprend les couleurs du motif. Et c'est un motif très particulier, le célèbre cerf bondissant, avec un mouvement vraiment extraordinaire. On sent bien l'esprit de liberté du cerf. Cela fait partie de notre territoire. Ces étoffes précieuses étaient destinées à être offertes lors de grandes occasions comme les mariages. Catanzaro est la capitale de la Calabre. Surnommée la ville entre deux mers, la mer Tyrrhénienne et la mer Ionienne, elle est très peu fréquentée par les touristes. C'est pourtant une cité authentique qui offre de jolies balades dans son centre historique. À l'instar de Cosenza, Catanzaro chérit les artistes, comme en témoigne la statue du Quarryman, sculptée dans les années 50 par l'artiste Giuseppe Rito. La ville expose de nombreuses œuvres d'art modernes, mais pour y découvrir les plus emblématiques, il faut se rendre dans le parc de la biodiversité. C'est le poumon vert de Catanzaro. Il a été imaginé comme un écomusée. On y a fait appel aux plus grands artistes contemporains européens, tels le Belge Marc Quinn ou l'Italien Michelangelo Pistoletto, pour créer des œuvres uniques s'inscrivant parfaitement dans la végétation. Notre voyage continue en direction de la côte ionienne. En chemin, une halte s'impose à Serra San Bruno, une petite ville de montagne au charme discret, nichée dans le parc de la Serré. Elle a été construite au Moyen-Âge pour accueillir les nombreux ouvriers et paysans venus travailler pour l'abbaye toute proche. Les maisons du centre-ville se caractérisent par des portails en granit, des loggias en bois sculptés et des balustrades en fer forgé. Une architecture qui rappelle les villages du nord de l'Italie. Serra San Bruno fait la part belle aux artistes de rue qui égayent la ville avec leurs peintures colorées. À quelques kilomètres au nord, l'abbaye de Santo Stefano del Bosco est interdite au public. Elle abrite une communauté de moines chartreux depuis près de 1000 ans. Mais vous pouvez visiter le musée de la Certosa,
dans les murs du couvent, pour lever le voile sur la vie recluse des religieux. Le couvent a été fondé en 1095 par saint Bruno, un moine allemand fondateur de l'ordre des Chartreux. De naissance noble, il était promis à une grande carrière ecclésiastique. Il allait devenir archevêque de Reims lorsqu'il décida de devenir ermite dans les montagnes calabraises. 1000 ans plus tard, les moines de l'abbaye suivent les préceptes de saint Bruno, une vie recluse et spartiate, entièrement dévouée à la prière et à la méditation. Les moines vivent en autarcie et fabriquent dans leurs ateliers tout ce dont ils ont besoin. Et bien sûr, l'élixir de la Chartreuse, un fortifiant alcoolisé à base de plantes médicinales. Le musée expose également une magnifique chasuble brodée à la main, des sculptures et des peintures des moines de l'abbaye. Sur la côte est, la Calabre ressemble à la Grèce. Malgré la longueur du littoral, la région est pourtant plus rurale que maritime. La petite ville de Stylo est une ancienne colonie grecque. Comme beaucoup de cités calabraises, elle est construite à l'intérieur des terres sur un éperon rocheux, en surplomb de la mer, d'où venaient les envahisseurs. Stylo a été surnommée la ville du soleil, car elle fait face au levant. Au pied de la cathédrale di San Francesco commence la ville historique. C'est un labyrinthe de ruelles, de maisons nobles et de palais qui témoignent de son riche passé et lui donnent l'apparence d'une ville médiévale. Des moines ermites qui vivaient dans les grottes des montagnes environnantes firent de l'endroit un important site de pèlerinage. Sur les hauteurs, une petite église domine la ville, la Cattolica. Mais c'est en fait une église byzantine bâtie entre le 5 et le 6e siècle, l'une des plus anciennes d'Italie et peut-être l'une des plus belles. À l'intérieur, ces fresques miraculeusement conservées sont de véritables chefs-d'œuvre. Elles représentent les premiers évêques byzantins, Saint Nicolas, Saint Basilio et Saint Giovanni Cristomo. À l'entrée de l'église, cette petite buvette est le rendez-vous des visiteurs assoiffés. Mais le propriétaire est également sculpteur à ses heures perdues, car les Calabrais sont tous un peu artistes. La côte ionienne est moins prisée que la côte des dieux, mais Soverato fait figure d'exception. La tranquille station balnéaire est devenue la destination préférée des Calabrais sur la côte est. La langue de sable qui s'avance dans la mer est le rendez-vous des pêcheurs à la ligne. Et aujourd'hui, c'est leur jour de chance. Les bonites, des petits thons, se jettent littéralement sur les appâts. Le front de mer est bordé d'hôtels et de superbes palais. Soverato demeure un secret bien gardé. Sa plage est magnifique et le bleu de la mer irrésistible. Un peu de farniente, comme disent les Italiens.
Largement préservé, Soverato est une villégiature de choix. Surplombant la mer Ionienne, mais replié à l'intérieur des terres, le village de Squillace témoigne encore de l'influence grecque en Calabre. Une légende toujours vivante raconte qu'Ulysse aurait fondé Squillace lors de son Odyssée. Mais l'imposant château fort qui se dresse au-dessus de la ville a été édifié par les Normands au Moyen Âge. C'est le château des Borgia, du nom de la puissante famille aristocratique italienne qui en fut propriétaire entre le XV et le XVIIIe siècle. Entièrement en granit, le château était très moderne pour l'époque. Il était équipé de 2 salles de bain alimentées en eau chaude. Le château fut fortement endommagé lors du tremblement de terre de 1783 et ne fut jamais reconstruit. Le centre historique a été érigé par les Byzantins au XIe siècle de notre ère. Avec ses ruelles en cascade et ses maisons aux toits de tuiles, Squillace ressemble au village du Péloponnèse. Sur la place centrale, la magnifique cathédrale de Santa Maria Assunta a été entièrement reconstruite après un tremblement de terre. Seule la façade en marbre rose a été épargnée. Squillace a su préserver sa tranquillité et son authenticité, loin des circuits touristiques. C'est néanmoins un important centre de production de céramique qui a fait sa renommée. En descendant les rues, on peut découvrir les échoppes des artisans qui perpétuent une tradition millénaire. Nous avons rendez-vous dans la boutique d'art Il Tornio, de Claudio Panaia et Beatrice Russomano. Maintenant, je vais vous montrer ce tour de potier, qui est moderne car il est équipé d'un accélérateur à embrayage, avec lequel le travail est plus simple, parce qu'il n'y a plus besoin de la même force physique que dans le passé. Là, il faut forcer un peu pour centrer le pain d'argile. C'est un travail très spécifique. C'est très important, parce que si vous ne centrez pas l'argile au centre du plateau, vous risquez que votre vase parte de travers et vous n'arriverez pas à faire votre pièce. Avec l'aide d'un morceau de bois imputrescible, on crée l'arrondi. Il a la forme d'une demi-lune et on l'appelle en dialecte astigea. C'est un morceau de bois qui résiste bien à l'eau. Il n'a fallu que quelques minutes pour que les mains expertes de Claudio fabriquent ce vase. Mais le travail est loin d'être terminé. C'est au tour de Béatrice qui se charge de la décoration. Elle dessine des motifs traditionnels des céramiques calabraises. Des dessins d'une grande finesse qui nécessitent beaucoup de maîtrise et d'habileté. Une fois qu'elle a réalisé tous les dessins à main levée, comme vous pouvez le voir, elle fait des rainures. C'est-à-dire qu'elle enlève les parties inutiles afin de donner du lustre aux motifs qui sont dessinés sur l'argile. Cela sert à mettre en valeur les motifs du décor. Le grattage avec le bistouri sur l'argile doit être parfait. Ensuite,
Il faut que l'objet repose 24 à 36 heures avant de le mettre au four à 1000 degrés. Claudio fabrique aussi bien des objets de la vie quotidienne que des pièces plus sophistiquées qu'achètent des collectionneurs avertis. Avant de quitter Squillace, le fils de Claudio nous salue sur un air d'accordéon typique de la région. Encore méconnue, la Calabre ne se lassera pas de vous surprendre. Ami des arts, sa beauté envoûtante vous laissera des souvenirs impérissables. Sans oublier ses paysages sublimes et le bleu turquoise de ses eaux qui la baignent. En face de l'île volcan de Stromboli, lorsque le soleil disparaît à l'horizon, la Calabre nous invite déjà à revenir la visiter.